Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Bonjour, je m'appelle Nicolas Delceau et on est sur le podcast d'Équité au Clou de Nord. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation. Donc là, c'est Claude, c'est ça qui t'a amené ici. Il t'a dit, viens, on fait des podcasts, Ouais, on fait tout ça, c'est super. C'est ça. Le principe de l'émission, s'appelle la voie de l'innovation. Et donc, on va essayer de retracer ton parcours et aller chercher un peu la genèse de ta passion dans le code, dans l'IT. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement à nos internautes ? Je suis Nicolas Delceau, je suis directeur technique chez Zenica. Ça fait 25 ans que je travaille dans l'informatique. À la base, j'étais développeur Java, j'ai évolué vers des fonctions d'architecte, solutions, et puis de la direction technique, de l'accompagnement, du recrutement, enfin toutes les choses qui font qu'une société de service fonctionne correctement. Tu as toujours été chez Zenica depuis 25 ans ? Non. C'est quoi alors le premier emploi ? Alors d'abord, j'ai bossé dans 10 boîtes différentes. Ah d'accord, Donc, Déjà, le premier truc, c'est il y a des gens, en fait, à un moment donné, ça me faisait beaucoup marrer. Quand je discutais avec des gens, ils bossaient dans des ESL, ils disaient, moi j'ai été chez 3 clients différents en 7 ans. Et moi, je leur disais, moi j'ai bossé dans 7 boîtes différentes en 7 ans. Ok. Donc j'ai commencé à bosser en l'an 2000. Mais toujours dans la tech, hein. Ah ouais, moi je suis développeur depuis toujours. Moi j'ai commencé en l'an 2000 en région parisienne. D'accord, ok. Et en fait, c'était l'époque des startups d'internet. Toutes les boîtes qui avaient 2 O à la fin de leur nom. Oui, bien. Et en fait, ce que mesure pas, c'est que depuis l'an 2000, changer de boulot dans l'informatique, c'est facile. Enfin, pour un homme blanc, Oui. c'est vraiment facile. Ça m'est arrivé de changer 2 fois de boîte dans la même année parce que ça marchait pas. Ah oui, d'accord. Donc dès qu'il y avait un couac ou quelque chose qui n'était pas super aligné, tu te disais... Alors, s'il faut se dire, c'est que la plupart des entreprises, une entreprise, ça a souvent une durée de vie plus courte qu'un être humain. C'est pas faux. Ça dépend lesquels, mais... Dans la plupart des cas, les entreprises, elles vont vivre entre 5 et 10 ans, quoi. Enfin, ça dépend vraiment des cas. Mais donc, il y a des moments où, en fait, tu vas arriver dans une boîte parce qu'on t'a vendu un projet intéressant. Ouais. Et soit le projet n'existe pas vraiment, soit la réalisation du projet dépend de conditions économiques particulières. Typiquement, à l'époque du premier boom des startups, il y avait des boîtes qui réussissaient parce qu'elles étaient fortement financées. Oui. Au moment où les financements s'arrêtaient, la boîte fermait. Ouais, le modèle n'était pas bon, n'était pas viable. Quand tu arrives dans une boîte comme ça, 1 ou 2 mois avant que ça se casse la figure, tout le monde te dit « ouais, on va y arriver », et puis paf, ça tombe. Et là, licenciement économique. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça que tu as vécu ce type de... Exactement. Moi, j'ai pas hésité à tenter des choses et je pense que ça vient justement, tu posais la question, la première boîte dans laquelle j'ai bossé, c'était une boîte qui s'appelait Myriad, qui a été fondée par des gens de l'ENS Cachan. D'accord. Donc le patron de la boîte avait un théorème à son nom. Ah ouais ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est un truc, moi, ça m'a toujours rendu dingue. Mon chef direct, c'était le prof de réseau de neurones de l'ENS Cachan. Okay. Et les gens avec lesquels je bossais avaient tous une grosse culture des réseaux de neurones. Mais on était en l'an 2000. En l'an 2000, les machines avaient 512 mégas de RAM. C'est ça, ouais, là... C'était pas suffisant. J'ai un collègue aujourd'hui qui dit souvent, c'est quoi la différence entre 1000 neurones et 1 million de neurones ? À peu près 1 million. À peu près. C'est, en gros, le gain de puissance des machines fait que ces méthodes-là, qui à l'époque, c'était des super idées, mais c'était très difficile de les appliquer. Aujourd'hui, c'est vachement plus facile de les appliquer parce qu'on a des machines qui sont monstrueuses. Mais vraiment, des trucs, les machines qui font tourner les IA aujourd'hui... Ah ouais, là, on est sur une autre dimension. Hein. C'est vraiment des trucs de dingue. C'est clair. Et là, dans tout ton parcours, tu as fait comment pour rentrer dans ce monde professionnel ? Tu as fait des études ou tu étais autodidacte ou Non, alors j'ai fait une école d'ingénieur avec le maths sup, maths spé avant. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, la particularité quand tu es dans les classes prépa, c'est que tu as passé le bac, on t'a dit qu'est-ce que tu vas faire après, tu dis je vais faire une classe prépa. Okay. Ça veut bien dire, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire des trucs compliqués. Mais ça fonctionne déjà bien à l'école, quoi. Pour aller en prépa, il faut quand même y aller. En fait, j'étais au lycée à Boulogne-sur-Mer, parce que j'étais en section sport-études voile. Ah oui. Et en fait, pas sur un gros bateau, sur un tout petit bateau. Et en gros, quand tu fais du bateau à Boulogne-sur-Mer au mois de janvier et que tu te mouilles, t'as froid. Faut être un peu motivé. Mais c'était pas mal parce que la voile, ça a la particularité d'être un sport où je critique pas les gens qui font de l'athlétisme,
Mais quand tu fais du 100 mètres, tu es au point de départ et le point d'arrivée, il est tout droit. D'accord ? Oui. Sur un bateau, quand tu navigues, tu vas contre le vent. Donc en fait, ton point de départ, il est là, le point d'arrivée, il est là-bas, mais tu pourras pas y aller tout droit. Non. Donc il faut choisir chaque virage que tu fais. Donc tu es un peu obligé de réfléchir. Tu réfléchis, tu as froid, etc. Tu vis la belle vie. Résultat, après, quand tu arrives en maths sup, maths spé, et qu'on te dit tu as 40 heures de cours, mais tu es au chaud, tu es bien. D'accord. Et après, il fallait choisir une école d'ingénieur qui faisait un truc intéressant. Et moi, depuis tout gamin, j'ai été fasciné par la science-fiction. J'ai lu beaucoup de bouquins et encore aujourd'hui... Tu continues ? Ouais. C'était le sujet de mon talk au DevFest la semaine dernière avec un collègue lyonnais. C'était dans quelle mesure ce qui est présenté dans la science-fiction se réalise effectivement aujourd'hui dans l'industrie, en particulier au spectre de l'IA. Est-ce que, typiquement, quand Sam Altman nous dit aujourd'hui Oui. dans 6 mois, vous aurez une intelligence artificielle qui sera aussi intelligente que vous, est-ce que c'est possible que ce soit vrai ? Ouais, il est probable, Non. mais elle est peut-être nulle. Voilà, pour moi, c'est pas le sujet, mais le taux de probabilité, c'est vraiment, Voilà. c'est vraiment très très bas. Et donc, effectivement, quand j'étais en classe prépa, j'ai passé les concours. D'une façon amusante, comme tous les jeunes qui sont en classe prépa, à la fin de ma maths spé, j'étais hyper arrogant et j'étais sûr d'avoir des écoles super intéressantes. Donc, j'ai passé 3 concours et j'en ai eu aucun. Ah oui, Voilà, c'est la vie. donc l'ego en prend un coup, Ouais, mais ça fait du bien. mais ça fait du bien. Ça Hein. fait du bien. Parce que l'année d'après, j'ai passé absolument tous les concours que je pouvais, quoi. D'accord. Et comme ça, j'avais le choix. Je pouvais choisir parmi les écoles. Et ce qui faisait que j'ai choisi l'école d'ingénieur dans laquelle j'ai été, c'était qu'elle avait une formation, donc c'était une école généraliste. La plupart des écoles d'ingénieurs en l'an 2000 étaient généralistes. Et ils avaient une formation en 3e année qui incluait des cours de réseau de neurones et d'intelligence artificielle. Ah déjà. Donc moi, je disais ça dans mes bouquins de SF. Je vois une école d'ingénieurs qui propose ça dans sa formation, je dis go. Bah ouais. Bon, c'était pas exactement ce que j'avais imaginé, mais ça m'a appris pas mal de choses. Okay. Et après, quand je suis arrivé dans cette boîte là, avec des mecs qui étaient tous docteurs en maths ou docteurs en stats, ou les deux, et vraiment des grosses têtes, c'était hyper intéressant de discuter avec eux parce que ça me permettait de me rendre compte que, contrairement à ce qu'on dit dans les écoles d'ingénieurs, où on dit aux gens vous êtes les meilleurs, vous êtes l'élite de la nation française, etc. Non. Tu peux discuter avec n'importe qui, quelle que soit sa formation, quand c'est quelqu'un qui est motivé par ce qu'il fait, qui est impliqué dans une réflexion, qui essaye de réfléchir à son métier, à la manière de bien faire son métier, tu vas apprendre des choses. Je suis assez d'accord sur ce principe-là. Et aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un truc où, quand on progresse en carrière, on commence par être développeur. Donc on te dit, tu vas développer le truc pour faire que le bouton il devienne vert, rouge, etc. Bon, au début, tu fais des tâches faciles, et après, tu fais des tâches de plus en plus complexes, mais ça reste des tâches techniques. Et puis à un moment donné, en fait, vers 2016-2017, je me suis retrouvé dans la position où c'était moi qui devais choisir comment on implémentait une solution logicielle complète. Ouais, d'accord. Donc après 15 ans d'expérience quand même. Mais voilà, les progrès. Et puis c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à différents trucs. D'abord, la nécessité de définir une architecture correcte, c'est-à-dire être capable d'expliquer à l'ensemble d'une équipe de développement pourquoi est-ce que le truc qu'ils font est important. Et en fait, pourquoi c'est important, à chaque fois, ça vient du métier, quoi. C'est pas, il n'y a pas de... Ah, l'algorithme, il est plus beau comme ça sert à rien. Les gens qui croient ça aujourd'hui, ils comprennent pas que les LLM, c'est codé par des mecs qui font de la data science, qui écrivent tout en Python le plus vite possible et le plus mal possible. Et ce qui fait que ça va vite, c'est qu'il y a des énormes machines derrière. D'accord ? Et en fait, nous, aujourd'hui, donc le boulot d'un architecte, c'est d'être capable de prendre les infos du produit, de les donner aux développeurs et aux ops, et de leur faire comprendre que, par exemple, les contraintes de temps de réponse sur un site web, c'est pas des contraintes techniques, c'est des contraintes métiers. C'est parce que la personne qui est devant le site web, quand elle clique sur le bouton, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Si vous cliquez sur le bouton et qu'il se passe rien, c'est parce que l'infra est mal dimensionné, ou alors parce que le mec qui a codé l'algorithme n'est pas bon. D'accord, c'est clair. Alors, pardon, j'ai dit est pas bon, non. Ouais, il est Je pas voulais dire, performant, il n'a pas codé le bon algorithme, on lui a ouais. pas donné les bons inputs. Et c'est ça qui est intéressant dans le boulot d'architecte, c'est d'être capable de prendre l'ensemble des contraintes et de les donner aux développeurs sous une forme qu'ils comprennent. Donc 2 développeurs qui font 96 paires parce que la collade n'est pas au bon endroit, ça le don de t'agacer, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ou alors, moi, j'aime un truc que ça me fascine autant que ça m'agace, c'est les discussions sur est-ce qu'on met des espaces ou des tabulations. Ah oui, j'ai déjà vu ça aussi. Ouais, c'est marrant ça. La bonne réponse, c'est de dire aux gens, on va utiliser la suite de Fibonacci. Au début, on fait un espace, puis 2, puis 3, puis 5, puis 8, puis 13.
Et là, les gens, à chaque fois, quand je dis ça, ils me regardent. Mais à la fin, on verra pas. Ouais, comme ça, en fait, tu écriras du code plus petit et on comprendra mieux. Comme tu disais en introduction, 25 ans de carrière. Ouais. Pour toi, ça a été quoi le plus grand des défis que tu as réussi à surmonter ou à relever? Le plus grand des défis, ça a été de comprendre ce que je disais juste avant, c'est de comprendre qu'aucun logiciel n'existe pour le logiciel. Les logiciels existent toujours pour un besoin métier. Vous pouvez discuter avec n'importe quelle personne ici. Ici, on est à Cloud Nord, où les gens ils s'occupent des infra cloud. Tout à fait. Ces infras n'existent que parce qu'il y a des besoins métiers. C'est pas, on va pas sur GCP pour le fun. On fait pas du Kubernetes pour le fun. Ou alors, on a une notion du fun différente de la mienne. Ah, ils aiment pas la voile. Voilà, ils aiment pas la voile, ils aiment pas. Il y a des tonnes de trucs qui changent. Et en fait, le vrai défi de l'informatique aujourd'hui, c'est ça, c'est de comprendre que quoi qu'on fasse, il faut penser à quel est l'utilisateur du truc, à quel besoin métier ça correspond. Donc c'est ça, en fait, là, c'était ton tournant et c'est quelque chose que tu diffuses aussi à tes équipes, j'imagine, ou quand tu es en intervention. J'essaye toujours de faire comprendre aux gens et que justement, quand ils arrivent et qu'ils me disent on a un problème de perf, ok, mais c'est quoi l'impact sur l'utilisateur? D'accord. Et littéralement, moi, je commence beaucoup de questions par c'est quoi l'impact sur l'utilisateur. Ouais, c'est ce réflexe-là qu'il faut donner aux plus jeunes et puis même à ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui font focus sur la technique et pas vraiment sur l'usage. C'est ça. En fait, moi je trouve ça hyper intéressant parce que généralement, ce qui s'est passé, c'est que le développeur, alors je dis le développeur ou l'ops, l'ensemble des équipes techniques, effectivement, ils ont pris les inputs au début des équipes produits. Et puis après, ils sont partis dans un tunnel, quoi. Parce qu'en fait, oui, discuter avec des gens qui parlent pas le même langage que nous, c'est pas facile. Mais c'est enrichissant. Et en fait, il y a des gens qui se disent, je préfère être devant mon ordinateur plutôt qu'être en train de discuter avec quelqu'un. Ouais, mais en fait, si ce que tu fais correspond pas à la discussion que tu as eue, ce sera pas très intéressant. Tout à fait. Donc là, on arrive, comme tu as parlé de LLM, tu as parlé d'IA, tu as parlé de tout ça. Toi, tu es dedans. Et tu vois quoi comme évolution dans l'usage de... Alors, en fait, le truc que je perçois actuellement le plus fort, c'est que donc les LLM sont très bons pour générer des contenus plausibles. Oui. Okay. Si tu lui dis, tiens, raconte-moi une histoire avec, je sais pas, t'as des enfants. Oui. Tu mets le nom de tes enfants dans LLM, tu dis, raconte-moi une histoire où mes enfants sont les héros et où les andouilles qui les embêtent à l'école sont les méchants et il va leur arriver. Le LLM, il y arrive très bien. Ouais, tout à fait. Si par contre, t'es développeur et que tu lui dis, écris-moi le code qui permet d'accomplir tel truc, il va faire quelque chose de plausible. Mais il va pas faire quelque chose de bon. Enfin tu vois, on peut pas cocher la case de c'est fait. C'est-à-dire que actuellement, ce que je vois, c'est une grosse question il faut garder un être humain dans la boucle du LLM parce que en fait, il n'a pas de fonction d'évaluation. Et en fait, le problème qu'il y a actuellement, quand les entreprises disent, on va mettre un agent de code dans les mains de chaque développeur et puis comme ça, sa productivité va augmenter de 30%. Ouais. À mon sens, ça va avoir du mal à marcher parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le développeur devient un relecteur de code beaucoup plus qu'un codeur. C'est-à-dire que tu passes beaucoup plus de temps à relire le code que produit le LLM qu'à le produire. Et on a déjà ce problème dans les équipes. Enfin, on avait ce problème il y a 4-5 ans avant les LLM qui était que les gens n'ont pas envie de faire de relecture de code parce que c'est long, c'est très compliqué. Il faut beaucoup plus de temps pour comprendre le code que quelqu'un a fait que pour l'écrire. Et puis, c'est pas forcément très valorisant. Alors, initialement, c'était pas valorisant. Aujourd'hui, effectivement, relire le code du LLM et dire « là, t'as fait une erreur » et l'aider à s'améliorer, ça a de la valeur. Mais en fait, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, cette histoire on met un truc qui produit des contenus plausibles un peu partout, ça fait que les gens, ils basculent d'une position où ils faisaient la production de valeur eux-mêmes, ce qui les intéressait, à où ils analysent de la production. Et je pense qu'en fait, on n'est pas prêts tous à faire ce basculement-là, parce que c'est un basculement qui va augmenter considérablement la charge mentale des gens. Ouais, mon doute est que tu allais arriver là-dedans. Et c'est réellement ça. Et le boulot d'un développeur aujourd'hui, les outils qu'on utilise aujourd'hui, leur but, ça devrait être de limiter notre charge mentale pour qu'on puisse se concentrer sur la construction de valeur. Si on met en place des outils qui augmentent notre charge mentale, on va augmenter le nombre de burn-out dans les villes. Ouais, et tout à fait. On va augmenter le nombre de gens qui passent dans la meilleure boulangerie de France, là, où les mecs, ils les interviewent, ils font « Alors, vous avez toujours été boulanger ?»
Ils disent, bah non, avant j'étais informaticien. Ça a dégoûté du métier. Bah ouais. Bah ouais, Et carrément. en fait, c'est pas tant une question de dégoûter du métier, parce qu'aujourd'hui, tu sais combien il y a de développeurs dans le monde aujourd'hui? Ah non, j'en ai aucune idée là. Alors, les dernières infos, c'est entre 20 et 30 millions. Ok, c'est pas du monde là. Mais tu penses que ça va se réduire? Bah, je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, ce qui va se passer là, c'est que pendant encore 1 ou 2 ans où les LLM sont subventionnés par les fortunes accumulées par les GAFAM dans les dernières décennies, ils ont encore les moyens d'alimenter la pompe et de dire bah, ton abonnement ChatGPT il va coûter $30 par mois. Ouais. Puis à un moment donné, ils vont se dire ah mince, on n'a plus ça, rien. mais, Ouais. Bon bah là maintenant il faut faire payer le vrai prix aux gens. Et là il va se passer un truc douloureux pour énormément de monde. Toutes les boîtes qui utilisent des LLM pour faire absolument tout, elles vont se dire ah ouais mais en fait là notre équation économique est plus bonne, quoi. Et donc si j'en reviens aux développeurs, l'idée qui commence à émerger, qui me paraît la plus intéressante là-dessus, c'est les outils qui vont permettre aux développeurs de contraindre au maximum l'espace de génération du LLM, c'est-à-dire faire en sorte que son contenu plausible, il soit contraint par des tests, par du feedback fourni par la machine du développeur, pour que le développeur n'ait pas à babysitter le LLM. C'est-à-dire il lui donne l'ensemble des contraintes de réalisation du code, et pouf, il y a un code qui apparaît qui est bon. Et ça reste du boulot de développement en fait. Le boulot de développement, c'est pas écrire de l'assembleur. D'accord ? Si on fait du Java, du JavaScript, des trucs comme ça, c'est parce que ça nous apporte des choses, ça nous facilite la vie. Aujourd'hui, les LLM, c'est mon opinion personnelle, je ne suis pas sûr qu'ils facilitent complètement la vie des développeurs. Dans la vie. Quand je regarde les articles sur ces différents sujets, bon d'abord, il n'y a pas une avalanche de produits qui sont produits intégralement par des IA. Non, ça c'est sûr. Ouais. Ensuite, les gens qui font des expériences de vibe coding un peu sérieuses, ils disent « Ouais, on gagne pas tant de temps que ça ». Donc voilà. On atteint peut-être une limite et on enlève le rêve de dire que tout va être fait par une IA. Ouais, et c'est ça la magie, tu vois, c'est ça qui est super intéressant. Donc ça nous ramène au point de début sur la science-fiction. L'IA, en fait, c'est un super champ de recherche académique. C'est-à-dire, l'IA, c'est le champ de recherche des algorithmes qui n'existent pas encore. Ouais, ok. Il y a 60 ans, les expressions régulières, c'était de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un truc que tu trouves partout. Aujourd'hui, les gens se concentrent sur les LLM. Dans 6 mois, 1 an, 10 ans, ils vont passer à un autre sujet. Et peut-être qu'on aura des nouveaux algorithmes hyper intéressants qui émergeront. Mais dans d'autres directions. Dans d'autres directions. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Ouais. C'est de se dire, OK, on peut tenter des trucs incroyables, de la logique formelle. Là, actuellement, on fait du LLM. Il y a eu des années, il y a eu beaucoup de réflexions sur la vision par ordinateur. Et tout ça, ça apporte des innovations qui sont incroyables. Ouais, tout à fait. Bon, faut juste pas s'emballer et puis continuer à se dire mon boulot, c'est de comprendre un métier et d'en faire une application technique. C'est bien résumé, j'aime bien, comme ça. Voilà. On est au salon donc, du Claude Nord. Ouais. C'est ton premier Claude Nord? Ouais, c'est mon premier Claude Nord. Ah, trop bien. Okay. Alors, c'est ça qui est marrant parce que Claude Nord, je tenais depuis 3-4 ans. Ouais. En tant que directeur technique de Zenica, on a été sponsor 1 ou 2 fois. Et en fait, j'avais jamais eu l'occasion de venir pour tout un tas de raisons de contraintes professionnelles. Bah là, cette année, je suis là. Bah, c'est trop bien. Et c'est cool. Bah ouais. Et j'ai entendu là tout à l'heure, tu étais au DevFest Nantes. Au DevFest Nantes aussi. Ok, tu en bourlingues un peu à droite et à gauche en Ouais, moi ça fait partie des raisons qui font que je suis allé chez Zenica, c'est le fait que c'est une entreprise dans laquelle le partage, aussi bien en interne qu'en externe, est important. D'accord. C'est-à-dire qu'on se dit beaucoup dans notre boîte, c'est important que les gens connaissent plus de choses et plus d'opportunités. Donc quand on nous dit, bah voilà, il y a une conférence, est-ce que tu veux proposer un sujet ? On y va, on propose des trucs. Je fais pas mal de trucs moi sur l'architecture, notamment des katas. D'accord, ok. Un kata, c'est littéralement, l'idée c'est simple. On se met dans une salle à plusieurs et moi j'arrive avec un sujet. Alors aujourd'hui, vous allez réfléchir à quels seraient les composants nécessaires pour développer une application qui fait ça. Ok. Donc j'en avais fait un dans une conférence à Grenoble qui s'appelle Snowcamp. Et le sujet c'était on va faire une application de location de ski exactement comme le Vélib ou le Vélib à Phare. Ok, d'accord. Tu vois, t'arrives... tu leur donnes une rêve. T'arrives en bagnole à la station de ski, tu sors ton téléphone, tu dis dans le casier, il y a mes skis, il y a mes chaussures, il y a mes bâtons. J'ai skié 1 heure, 2 heures, 3 heures, je redescends, je remets les skis. Et en fait, ça paraît con comme idée, mais ça pose des tonnes de contraintes hyper intéressantes. Par exemple, si jamais tu te dis, on couvre plusieurs stations de ski avec nos casiers à ski, il faut qu'il y ait des casiers, qu'il y ait des skis aux endroits où les gens vont skier. Exactement comme les Vélib. Il faut avoir quelqu'un qui les dépasse. Donc ça veut dire que dans ton système informatique, tu vas avoir un truc qui calcule qui récupère le nombre de skis disponibles
et qui disent « Oula, là ça baisse, oula, là ça augmente, etc. » Trop bien. Et les gens, tu les fais bûcher comme ça sur un sujet pendant 3 heures. À la fin, tu as des solutions qui sont intéressantes. Et puis, tu as des tonnes de gens qui se sont dit « Ah, mais en fait, c'est super compliqué d'avoir ces réflexions-là. » Et donc, on peut faire rentrer des idées, on peut arriver et dire aux gens, bah, tu vois, cette question-là, la question de est-ce qu'on héberge ça chez GCP ou AWS ou autre, est-ce que c'est le bon moment pour se la poser? Ok. Tu vois, on est en train de faire des dessins, littéralement. Est-ce que c'est le bon moment de C'est le savoir bon où est hébergé le code? Non. Pas encore. Bah, alors, on s'en fout. On s'en fout. On fait pas. Bah, Ou plus tard. ouais, voilà, on dit ouais. juste cette question-là, on la note dans les questions. Dans les questions, là, dans ton parking. Ok. On va arriver à la fin de l'interview. Ouais. Si tu as une référence, un conseil, un livre, un ouvrage à donner en conseil à nos internautes pour rentrer dans ton milieu ou quelque chose qui t'a marqué. Alors, je vais en donner 3. Ah bah t'as le droit d'à 3. Si tu veux bien. Le premier, c'est un bouquin de Grigor Hope, qui était architecte en chef chez AWS pendant un moment. D'accord. Il a écrit un livre qui s'appelle The Architect Elevator, qui explique ce que c'est que le métier d'architecte solution et d'architecte logiciel au sens large. Donc avec toutes les dimensions de, en fait, tu es là pour faire évoluer des trucs, tu dois être capable de discuter aussi bien avec le chef d'entreprise qu'avec le mec qui s'occupe de la prod, etc. C'est vraiment un bouquin hyper intéressant sur le métier d'architecte. Un deuxième bouquin technique qui s'appelle The Programmer's Brain, qui a été écrit par Felian Heymans, qui est un bouquin sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des développeurs quand ils lisent du code. Intéressant. Comment tu fais à partir d'un fragment de code que tu as lu pour être capable de comprendre ce qui va se passer quand ça va s'exécuter. Je vais faire très court, mais c'est extrêmement compliqué en fait. On pousse notre cerveau à peu près à ses limites. Et le troisième, c'est un bouquin de science-fiction qui s'appelle... non, normal, hein. Qui s'appelle Utopia, qui a été écrit par Camille Le Boulanger. Il est vraiment très très bien. Pour faire un pitch très très rapide, c'est un livre qui est écrit dans un monde où on considère que la première règle de vie, d'accord, la première règle de la Constitution, c'est il n'y a de propriété que d'usage. Donc tu ne peux pas avoir de propriété que tu exploites. Pas d'investisseurs, pas tout ça. Voilà. Bon. Et le bouquin est génial. Super. Nicolas, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, on vous souhaite un bon salon. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.